Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PodQuest, la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. On continue notre aventure pour percer les mystères du podcast. On poursuit notre quête du meilleur podcast, mais surtout comment créer le meilleur podcast possible. Notre objectif, c'est de vous aider à lancer votre propre projet ou améliorer celui déjà existant et aider à réaliser un podcast. C'est l'esprit du printemps du podcast qui aura lieu du 11 au 13 juin. La radio ouvre ses portes à 40 participants qui vont tenter de créer leur propre épisode de podcast en live sur YouTube, dans ce studio même, ici. Et donc, si vous voulez plus d'infos, regardez cet événement. Plus d'infos sur le site printemps-du-podcast.fr. Et à cette occasion, on invite dans PodQuest des créateurs et créatrices qui se sont déjà lancés dans l'aventure pour recueillir leurs expériences et leurs conseils précieux. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu le blues puisque notre aventure touche bientôt à sa fin. J'ai une peur bleue des au revoir. Mais allez, on enfile le bleu de chauffe. J'ai avec moi Delphine Péraison-Roudil. Salut Delphine. Salut, merci pour tous les jeux de mots sur le bleu. C'est pas passé inaperçu. Non. Oui, ça me tenait à cœur. Vous avez compris le thème, ce sera la couleur bleue puisque tu as le podcast Culture Bleue. Tout à fait. Donc voilà, finalement, tu es la spécialiste numéro 1 dans le monde de la couleur bleue. Le bleu n'a aucun secret pour toi. Non, je ne suis pas la spécialiste numéro 1, mais en tout cas, je suis sans doute celle qui lit le plus de trucs sur le bleu, qui rencontre le plus de gens en lien avec le bleu et effectivement qui a un podcast sur le bleu et je crois qu'on n'est pas nombreux. Tu m'as confié avoir eu presque une obsession pour le bleu depuis l'enfance et finalement, tu en as fait un podcast. Voilà, c'est ça. Le principe de Culture Bleue, en gros, c'est un podcast sur la couleur bleue, comme son nom l'indique. À la base, je suis historienne de l'art, donc je m'étais posé la question de faire un podcast uniquement sur la couleur bleue en art. Et en fait, mon obsession pour le bleu, elle est beaucoup plus large que ça. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant parler du bleu dans tous les domaines. Donc les arts, mais aussi la musique, le sport, la gastronomie, l'histoire, la langue. Dans tous les domaines, en fait, on peut trouver du bleu. Et chacun des épisodes est consacré à un de ces bleus-là. Ça va du bleu ciel au bleu de travail, en passant par le bleu piscine, le bleu clin, les fromages bleus, le thé bleu. En fait, le bleu, c'est un peu le fil rouge qui va permettre de tisser un lien entre toutes ces disciplines-là. Et chaque épisode, le principe, c'est de partir à la rencontre d'un bleu avec un ou une experte du sujet. Voilà. Super, j'imaginais pas qu'il y avait autant de dessous, on découvre les dessous du bleu grâce à toi. C'est ça. C'est génial, ça ouvre nos perspectives. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, donc, à la base, je suis historienne de l'art. Je me suis formée pour être guide conférencière, donc un travail de médiatrice, en fait, de passeuse de savoir. Et c'est pas anodin, puisque pour moi, le podcast, c'est un canal magnifique, justement, pour transmettre des savoirs. Aujourd'hui, j'ai pas mal de cartouches, on va dire. Je fais des conférences en entreprise où je sensibilise aux discriminations en passant par l'histoire de l'art, notamment aux discriminations sexistes, puisque un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la place des femmes dans l'histoire de l'art en particulier, dans l'histoire en général, et les mécaniques d'invisibilisation qu'elles ont pu subir. Et à côté de ça, je suis autrice aussi, à la fois pour d'autres personnes, dans le podcast, sur YouTube, et aussi autrice toute seule comme une grande. Je suis en train de finir un livre qui va sortir en septembre sur le matrimoine, donc justement la version, le pendant féminin, on va dire, en raccourci du patrimoine. J'ai encore d'autres cordes à mon arc, notamment je fais aussi du podcast pour d'autres personnes. Voilà. Ok, écoute, je propose de se jeter à l'eau, ouais. Dans le grand bleu, C'est ça. pour poursuivre cette quête du meilleur podcast. Alors, une quête, ça se mène pas n'importe comment. On va suivre les étapes d'un récit. Et commençons par la situation initiale. Tu étais dans quel état d'esprit quand tu as créé ce podcast Culture Bleue ? Quel était le contexte ? Raconte-nous. Alors, on est en 2021 dans ces eaux-là. On est après le confinement. C'est la phase de ma vie où vraiment je suis tombée à pieds joints dans le podcast. C'est-à-dire j'en écoutais énormément. C'est une époque où j'ai déménagé, donc je me souviens d'avoir fait les cartons en écoutant l'intégrale des Couilles sur la table de Victoire Toyon. Enfin vraiment, j'ai écouté énormément de podcasts pendant cette période-là et j'étais moi-même rédactrice en chef d'un média numérique. Donc j'étais aussi dans la question de la transmission des savoirs. Et je trouvais
encore une fois, que le podcast, c'était un canal fabuleux de transmission, de pédagogie, qui n'impliquait pas en plus d'avoir des écrans. Parce qu'on sortait du Covid, où on avait toutes ces réflexions sur, bon, comment est-ce qu'on peut continuer à apprendre sans nécessairement passer par un écran. Le podcast, c'était quand même une des solutions. Oui, parce que pour toi, le podcast, c'est audio. Oui. Oui. Je regarde aussi des podcasts filmés, mais pour moi, c'est presque un autre médium, en fait. C'est presque un autre média. Pour moi, le podcast, c'est vraiment de l'audio, c'est une voix, c'est un travail sur le son. Et justement, c'est comment le son peut créer des images. Pour moi, c'est vraiment ça, l'objet podcast. Et je trouve que c'est vraiment un médium fascinant. Enfin, moi, j'ai grandi en écoutant la radio. C'est presque une extension naturelle de ça, mais où parfois, il y a presque ce travail sur le son qui est encore plus marqué. Et donc, à l'époque aussi, pour l'entreprise dans laquelle je travaillais, on avait commencé à développer des podcasts. Donc, je commençais un peu à voir le côté pratique de comment on fait. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. J'ai commencé à faire des voix aussi sur ces podcasts-là, des voix off. Je touchais pas du tout à la partie technique, mais je m'étais dit, j'aimerais bien créer un podcast. Et donc, voilà, on y reviendra un peu ensuite pour les éléments perturbateurs et tout. Mais finalement, je me suis dit, quel est le sujet qui me nourrit, qui me porte, voilà, où j'ai vraiment envie d'en parler, le bleu. Ok, très bien. Sauf que je me suis dit, mais le bleu, c'est la couleur préférée des Français. Donc c'est sûr, il y a déjà 3 milliards de podcasts sur le bleu, sur les couleurs. Eh bien, pas du tout. Quand j'ai regardé en 2021, il n'y avait rien du tout, en tout cas en français. Et donc je me suis dit, très bien, on va lancer le premier podcast sur la couleur bleue. Voilà. Et donc après, j'ai mis presque 1 an à maturer le pilote. J'avais beaucoup d'interrogations sur le format. Ça aussi, on pourra y revenir. J'ai fait 2 ou 3 premières versions qui ont disparu dans les limbes de mes corbeilles d'ordinateur. Il y a toujours un peu de déchets au début. C'est ça. Et après, j'ai trouvé, je pense, le format qui me convenait le mieux. Et donc, le premier épisode est sorti en janvier 2023. Voilà. Ok. Et depuis, tu as répété l'expérience 8 fois, il me semble. C'est ça. Enfin, 8. En tout cas, 8 voilà. ont passé le cut. C'est ça. Alors, effectivement, c'est un podcast que je fais à mon rythme. Au début, j'avais des grandes ambitions. Je voulais en sortir 1 par mois, etc. Mais en fait, c'est un podcast sur lequel je fais tout. C'est-à-dire que je fais l'écriture, les entretiens, la prise de son, le montage, le mixage, je fais tout. C'est pas seulement de l'entretien, il y a aussi des parties en voix off qu'il faut écrire, qu'il faut enregistrer, qu'il faut monter. Donc c'est un gros travail. On va y venir. On va y venir. Mais du coup, c'est pour ça que la fréquence est un peu, erratique, parce que c'est un podcast que je fais quand j'ai le temps, en plus de mes activités professionnelles. Et comme je suis freelance, en fait, je vends mon temps aux autres. Et donc, des fois, je n'ai pas le temps à consacrer à mes projets personnels. Et donc, voilà, je sors un épisode un peu quand je peux, pas aussi souvent que je voudrais. Et là, par exemple, il n'y a pas eu d'épisode depuis presque 1 an. Ce qui est un drame personnel. Mais justement, c'est ce que je te disais hors micro. Là, notre entretien aujourd'hui, moi, ça m'a vraiment redonné un coup de pied aux fesses pour aller me remettre dedans et sortir bientôt des nouveaux épisodes. Voilà. Et justement, quand tu t'es lancé, est-ce que, en plus, pour toi, le podcast, c'est audio, donc il n'y a pas d'image. Est-ce que pour créer un peu une personnalité au podcast, tu t'es créé un personnage, ou alors tu es vraiment Delphine dans le podcast? Je suis vraiment Delphine, mais c'est une version de moi. C'est-à-dire que c'est un peu la version, j'allais dire Tintin, mais le pendant féminin de Tintin, on va dire Nelly Bly, qui était une super journaliste du début du XXe siècle, qui a fait du journalisme d'investigation, qui était vraiment pionnière en la matière. Je suis un peu Nelly Bly, c'est-à-dire que je vais partir en exploration à la recherche des bleus, je vais partir à leur rencontre. J'ai des alliés avec moi, j'ai des experts, des expertes, mais c'est ça ma quête en fait. C'est tiens, la quête du jour, mettons, c'est le bleu de travail. Ok, où est-ce que je peux rencontrer le bleu de travail? Dans une boutique qui vend du bleu de travail. Ok, très bien, on y va avec un expert. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation, d'anticipation, d'entretien, etc. Donc je me vois un peu comme une journaliste d'investigation, quand je suis comme ça, quand je suis dans la posture de l'intervieweuse, voilà. Ouais. Et après, dans la voix off, là, c'est plus une version très personnelle de moi. Ça va être mes interrogations un peu plus subjectives. Et la voix off va permettre de faire le lien aussi entre les différentes choses qu'on a vues avec l'expert ou l'experte. Et quand je t'ai écouté dans tes épisodes, je trouve que tu avais un ton de voix très reposant. Et ça me faisait presque penser aux guides, mais aux audio-guides en fait, dans les musées. Oui. Je me suis dit, c'est marrant.
C'est pas anodin que tu dis ça. Enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que je viens de ce monde-là, en fait. Moi, je viens du monde des musées. Ah, Je viens du monde de la culture, des musées. J'ai fait mes études à l'école du Louvre, donc c'était ma salle de classe, les musées. Et effectivement, les audioguides, ça a été à la fois une inspiration et un repoussoir. Parce qu'il y a beaucoup d'audioguides. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'audioguides chiantissimes. hmm, Et justement, c'était ce que je ne voulais pas faire. ouais. Mais maintenant, depuis quelques années, il y a beaucoup d'audioguides, justement, qui se posent C'est un peu beaucoup de plus questions. vivant. Voilà, qui sont Ouais, plus vivants, qui se ouais. posent la question de comment on met du son, comment éventuellement on met de la fiction là-dedans, comment, en fait, on travaille pour que ce soit pas juste de l'audio-description, mais vraiment comme un guide ou une guide qui te prend par la main et qui te dit ah bah tiens regarde tel détail il se passe ça mais ça c'est parce que l'artiste il s'est passé ça. Et en fait Ouais. d'avoir un truc beaucoup plus voilà immersif quoi qui t'embarque. Ouais, c'était pour être sûr que c'était un compliment. Non, Oui, oui. c'était une voix voilà, très, très posée Mais je et pense agréable. qu'inconsciemment c'était une de mes sources Ouais. d'inspiration puisque je viens de la médiation culturelle et donc c'était un peu mon premier métier. Voilà. Et donc, du coup, tu ne te crées pas forcément de personnage. Et si tu devais inventer le nom d'un héros ou d'une héroïne qui portait, enfin, dont l'arme principale serait un micro, quel nom tu lui donnerais à cette héroïne? Alors, pour mon micro, j'ai fait exprès de choisir une bonnette bleue parce que voilà, on est cohérent jusqu'au bout. Bleu électrique, hein, qui se voit bien, qui est Ouais. sur toutes les pochettes des épisodes. Donc, ce serait peut-être bonnette bleue, quoi. Voilà, la Oh, bonnette bleue, ok. le nom de mon héroïne. Ça me va. Voilà. Et toi, personnellement, c'est qui ton héros ou ton héroïne? Oh, j'en ai plein. Euh, Fais-nous ton top 5. Au moins un top 3. En fait, moi, j'ai grandi avec C'est pas sorcier. Ok, ah ouais. Donc, Fred, Jamie, Sabine, pour moi, ça a Des été légendes. vraiment. Voilà, c'est ça. Quand je te parlais des passeuses, des passeurs de savoir, ça a vraiment été des modèles pour moi. Ça a vraiment été comment rendre le savoir ludique et marrant avec les petites maquettes et tout. Moi, j'étais pas du tout scientifique. Je suis une littéraire pur sucre. Et vraiment, Fred et Jamie et Sabine, ils ont réussi à m'intéresser à des choses très techniques sur l'optique, sur la physique, sur les maths, auxquelles j'aurais pas eu accès sans eux. Hmm. Donc, Fred, Jamie, Sabine. Après, dans le monde de l'audio, moi j'ai une grande admiration pour des gens comme Rebecca Manzoni Ok, ouais. sur France Inter, qui a fait beaucoup de formats courts, beaucoup aussi d'émissions. Et j'aime beaucoup la manière dont elle arrive dans ses entretiens. Par exemple, elle laisse le micro allumé au moment où elle arrive. Donc on entend, elle sonne à l'interphone, la personne lui ouvre, elle arrive. Il y a des échanges qui peuvent sembler être vraiment presque que tu pourrais couper normalement dans un format un peu d'émission classique, c'est ce qui se passe avant, mais finalement, c'est ce qui te met dans l'ambiance, qui Ouais. crée des images mentales. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. Et là, actuellement, dans pareil, les passeurs, passeuses de savoir que j'aime énormément, les vulgarisateurs, vulgarisatrices, il y a Loïc Prigent aussi que j'aime beaucoup, qui, pareil, arrive à m'intéresser à un monde, mais qui m'est mais totalement inconnu et même que je n'apprécie pas particulièrement, qui est le monde de la mode, du luxe et de la haute couture. Mais en fait, lui, il est génial parce que c'est un passionné qui arrive à transmettre sa passion, qui va aller interroger les petites mains, les couturières, les gens de l'ombre. Et c'est toujours fascinant ce qu'il fait, et dans les documentaires, et maintenant aussi, il a un podcast. Et je trouve que c'est un très bon intervieweur parce qu'il arrive à aller tout de suite aussi à une espèce de vérité du sujet. Voilà, on n'est pas sur la superficie du truc, bam, on rentre direct avec la question un peu décalée qui va faire tomber la façade de son interlocuteur, de son interlocutrice. Souvent, c'est des gens très sérieux, très voilà, Oui. avec de la langue de bois et tout. Ouais. Et lui, il va poser la question pas de côté, où tout d'un coup, le naturel va ressortir. C'est ça qui est Et intéressant. c'est ça qui est génial. Ouais. Du coup, transmettre, est-ce que c'est ton intention Ouais. derrière ce podcast? La quête principale, on va C'est la dire, quête c'était principale. ça. C'était ça la quête principale, c'était partager ma passion des bleus. Parce qu'en fait, ça aussi, c'était quelque chose qui m'a un peu surpris. Il y a beaucoup d'études qui disent que le bleu est la couleur préférée des Français, des Européens, ouais. voilà, même en général, des Occidentaux. Mais finalement, qu'est-ce qu'on connaît du bleu? Qu'est-ce qu'on regarde du bleu? Et ce que je trouve génial, c'est que c'est un sujet qui est complètement transversal, qui est complètement transdisciplinaire. C'est un peu comme chaque bleu que je traite, je le vois un peu comme une grosse pelote de laine où tu tires un fil, il y en a un autre qui vient, il y en a un autre qui vient, et tu peux l'attaquer par plein de faces différentes. Donc il y avait cette envie de transmettre toutes ces connaissances, toute cette curiosité que j'ai accumulée au fil des années sur les différentes couleurs bleues que j'ai pu croiser, les différents types de bleus que j'ai pu croiser. Après, c'était aussi un prétexte, on va pas se mentir, pour aller contacter des gens que j'admire, pour qu'on parle ensemble de bleu. C'est ça qui est bien avec le podcast. C'est ça qui est super. Je pense qu'on va en reparler après. Et la quête dans la quête, c'était plus une quête très personnelle. C'était moi me former
au podcast. Parce que, comme je te disais, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai commencé petit à petit par écrire, puis par faire des voix off. Et en fait, la partie technique, j'y touchais pas du tout. Moi, j'avais l'impression que c'était très, très compliqué, que c'était pas pour moi. Et en fait, je m'étais dit, je vais faire mon podcast de A à Z. La seule chose que je fais pas, c'est la musique. Et je vais me former en le faisant. Voilà. Donc ça, c'est la quête dans la quête. C'est qu'à chaque épisode, j'essaye de m'améliorer, que ce soit sur le montage, que ce soit sur le mixage, que ce soit sur la prise de son, sur la conduite de l'entretien. J'essaye qu'en fait, à chaque épisode, ce soit encore meilleur. Voilà. C'est plaisant quand même, quand à la fin, tu as un objet que tu as façonné vraiment de tes propres mains, quasiment de A à Z, c'est plaisant. C'est très chouette. Ouais. Même si peut-être tu galères un peu au début dans le montage et tout ça, c'est quand même gratifiant. Ouais, on galère bien au début. Ouais, J'étais assez surprise de me rendre compte à quel point c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui plaît beaucoup. Il suffit de voir sur Instagram aussi tous les comptes qui sont dédiés à la couleur. C'est assez fou, quoi. Les gens qui commencent aussi à étudier de plus en plus ça à l'université, dans différents domaines. Mais oui, à chaque fois que je parle du sujet, en fait, c'est comme si personne n'y avait pensé tellement c'était évident. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes du coup avec ce podcast ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Comme tu l'as dit, la satisfaction de faire quelque chose presque de A à Z, c'est mon bébé. Et donc vraiment, je rendais compte à personne d'autre qu'à moi-même. Et bon, a priori à l'intervenant, à l'intervenante aussi, mais je suis tombée que sur des gens qui me faisaient une confiance absolue. Donc ça, c'est quand même très satisfaisant. Et d'autre part, effectivement, ce plaisir de transmettre, qui est, je pense, un des grands plaisirs de ma vie, quoi. C'est une des grandes joies de ma vie de transmettre des savoirs et de voir aussi que ça a été bien reçu en face. Ça, c'est très, très chouette. C'est vrai que c'est toujours plaisant. Ouais. Et est-ce que tu as eu un élément perturbateur particulier, un déclic, où tu t'es dit, allez, je me lance maintenant dans cette aventure ? Oui, tout à fait. Alors, comme je te le disais, donc, l'idée un peu a émergé vers 2021. À l'époque, donc, j'étais encore dans mon ancienne entreprise et on avait un projet de podcast avec une de mes collègues qui s'appelle Adeline, je lui passe le bonjour, et avec une autre collègue qui s'appelle Christina. Et donc, on devait écrire le podcast avec Adeline et Christina allait nous aider sur la technique. À l'époque, donc, Adeline et moi, on partage cette expertise commune sur la question de l'histoire des femmes. Et donc, on voulait faire un podcast sur l'histoire des femmes. Et on avait inventé tout un concept. En gros, c'était un peu comme un JT ou un talk. Et on invitait une artiste, mais des siècles passés, et qui venait et on l'interviewait en mode, Léa Salamé, vos grands accomplissements, et alors votre Légion d'honneur, vous en êtes fiers. Et la grande artiste répondait comme si on était dans les codes du journalisme actuel, alors qu'elle pouvait dater du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Marrant, ça. Voilà. On trouvait l'idée géniale, sauf que on n'était pas comédienne, ni elle ni moi, donc ça aurait été, je pense, assez vite cringe si on n'était pas bonne sur l'interprétation. Ouais. Et d'autre part, on était dépendante de Christina pour la technique. Et troisièmement, il y avait déjà énormément de podcasts qui s'étaient créés après MeToo, donc après 2017, et notamment au moment du confinement, autour de la question des grandes femmes, des femmes dans l'histoire, des podcasts féministes, etc. Il y avait déjà énormément de choses. Donc, on se doutait que même si on arrivait au bout de ce projet-là, il allait pas, ça allait être dur d'exister dans cet écosystème-là. Ça aurait été une goutte d'eau dans l'océan. C'est ça. Ouais. Bon, après, toutes les gouttes d'eau permettent d'agrandir l'océan et c'est très bien. Mais effectivement, on s'est dit que ce serait quand même un challenge. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, Christina a dû partir, et de l'entreprise et du pays. Et du coup, ce projet-là, en tout cas, est un peu tombé à l'eau. Et moi, je me suis rendu compte aussi que je voulais pas être dépendante de quelqu'un d'autre pour la technique. Je voulais faire moi-même, justement pour le faire à mon rythme et avoir la main sur tous les aspects de la création et comprendre comment ça marche, comprendre un peu les rouages derrière, quoi. Et c'est là qu'est née l'idée. Je m'étais dit, alors les femmes artistes, il y a déjà beaucoup de trucs, de quoi je pourrais parler. Et là, vraiment... c'est comme toutes les bonnes idées, ça m'est venu sous la douche. Je me suis dit, le bleu. En fait, je suis obsédée par le bleu depuis que je suis enfant. J'ai acquis tout un savoir depuis des années, mais j'en fais rien. Autant en faire un podcast. Et ça a été limpide. Et c'est ça qui a lancé l'impulsion, disons, pour relancer Culture Bleue. Ça a été... ce premier projet qui est tombé à l'eau pour plein de raisons. Et du coup, ok, très bien. J'ai quand même cette envie en moi de faire un podcast. De quoi je parle ? Du sujet que je connais le mieux.
Et voilà. Parce que t'es bleu jusqu'au bout des ongles. Ah oui, là c'est... ouais. On voit que j'ai du temps en ce moment. Donc là, jusqu'ici, c'est une belle histoire, mais est-ce que tu as eu des péripéties, des bâtons qui se sont retrouvés dans tes roues? Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, comme je te le disais, je me suis formée en faisant. Forcément, tu as des petites déconvenues au début, tu es confronté à tes propres limites aussi. Donc j'ai eu beaucoup de chance au début parce que j'ai un ami qui est régisseur son qui m'a, pour le pilote, on l'a fait ensemble, il m'a prêté pour ce pilote-là du matos, il m'a montré comment ça fonctionnait. Donc j'ai été très bien accompagnée, disons, sur ce premier épisode-là. Théo qui a fait la musique, on va y revenir après, je pense, pareil, il m'avait aidé sur la partie mixage. Donc disons que ce premier épisode-là, j'étais très accompagnée. Par contre, le deuxième, j'étais toute seule. Et là, je me suis retrouvée avec mon Zoom H5 et je l'ai mal... Zoom H5, c'est quoi? C'est un micro? C'est un micro avec la carte son intégrée. Oui, pardon. Et sur lequel tu branches d'autres micros. Ouais. Et en fait, voilà, j'utilise en tout cas ce micro-là. Et j'avais mal paramétré. En fait, j'avais coché un truc que je n'avais pas coché. Ouais. Et bref, la première prise de son de mon épisode était catastrophique. C'était 20 décibels trop bas. Ah oui. Donc c'était le scénario catastrophe. C'était exactement ça. En fait, j'ai fait la connerie dès le début. Voilà. Ouais. Et maintenant, je la referai plus jamais. Donc voilà, au moins c'est fait. Et donc, forcément, tu dois pousser après le son au moment du mixage. Donc il y a un bruit sur toute la prise de son. Le mixage de cet épisode-là est dégueulasse parce que je m'étais pas encore formée au mixage et j'ai beaucoup de mal à le réécouter alors que je pense que c'est sur le fond un des meilleurs. Ouais. Voilà, c'est celui sur le thé bleu, si vous voulez ne pas l'écouter. Mais c'est trop dommage parce que mon invité, Léo Duguay-Perrin, voilà, on parlait du thé bleu. Lui, il est chercheur de thé pour le Palais d'été. Il me racontait des trucs de fou. Et ma prise de son est dégueulasse. Donc voilà, ça, typiquement, une péripétie compliquée, mais t'apprends. Oui. Et maintenant, je sais exactement quel truc il faut pas toucher pour enregistrer. Et voilà, je suis beaucoup plus vigilante maintenant sur la prise de son, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as faites que voilà, tu en as tiré des leçons, tu les referas plus? Faire de la prise de son en extérieur sans protéger les micros. Du coup, tu as un souffle sur les micros, ça sature, c'est terrible. Des conseils importants pour ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer. N'est-ce pas Conseils techniques. Il y a des bonnettes spéciales qu'on appelle des chats morts, je crois. Enfin, c'est un nom un peu rigolo, avec des poils, que tu mets sur le micro et ça coupe le son du vent, par exemple. Autre erreur, partir enregistrer sans pile de rechange. Parce que le Zoom, malheureusement, enfin le Zoom que j'ai, en tout cas, c'est pas batterie, c'est pile. Donc voilà, si tu es en fin de pile, il n'y a plus de micro. Donc il faut toujours avoir des piles dans son baluchon, ça c'est très très important. Dans les autres péripéties que j'ai eues, pour l'instant c'est ça. Ma hantise, c'est d'oublier de faire rec, d'appuyer sur enregistrer. C'est vrai que... Ouais. Donc je suis du genre à checker 56 fois pendant l'entretien que c'est bien en train de rec. Et de toute façon, tant que je n'ai pas sorti le fichier son du micro et qu'il n'est pas sur mon ordi et sauvegardé sur un autre truc, je suis pas bien. Donc voilà, je suis une flippette de ça. Le micro se lance pas, le fichier est corrompu, le fichier se copie pas bien sur l'ordi, je l'efface par mégarde, etc. Je commence à respirer quand le fichier est bien sauvegardé au moins dans 2 ou 3 endroits différents. Là, ça va. Voilà. Après, dans les difficultés qu'on rencontre, il peut y avoir les gens aussi. Parfois, quand on se lance dans un nouveau projet, il peut y avoir des personnes qui essaient de te décourager ou qui ne sont pas forcément bienveillantes. Est-ce que tu as rencontré ce genre de personnes? Non. Des antagonistes, comme on dirait? Ah ouais. Non, pas d'antagonistes. Au contraire, j'ai vraiment rencontré des gens géniaux. À la minute où j'ai mis un orteil dans le monde du podcast. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde du podcast ont été vraiment des alliés hyper aidants, hyper soutenants, hyper enthousiastes dès que je pitchais mon podcast. Mm-hmm. Je me souviendrai toujours de la première fois où je suis vraiment rentrée dans le monde du podcast. C'était un événement pro qui s'appelle le Paris Radio Show, donc ça devait être en 2022, je pense. Et c'est la première fois que je rencontrais un vrai, donc Théo Boulanger, qui a composé la musique de mon podcast, qui est devenu maintenant un très bon ami. Et Théo, en fait, il faut savoir que dans le monde du podcast, il est connu comme le loup blanc. Donc, c'est la seule personne que je connaissais. On s'était juste eu au téléphone. Et donc, j'arrive au Paris Radio Show, je connais personne. Et Théo, en fait, m'a juste
balancé dans un groupe de gens. On a pris un verre ensemble. Et il se trouve qu'autour de la table, ce jour-là, il y avait des gens qui ont des podcasts Énorme. géniaux et énormes qui marchent hyper bien. Fanny de Passion médiéviste que tu as interviewé par exemple, Caroline Mignot qui a un podcast business qui est un des plus écoutés des podcasts business. Il y avait Julien Cernobori de Cerno l'enquête, il y avait des gens comme ça, il y avait Elisabeth Fetti de Méta de choc, donc des super podcasts avec des audiences pas possibles. Et moi j'arrivais, j'avais rien sorti, j'avais juste mon pitch et ils ont tous été adorables. C'est-à-dire je leur ai dit bah voilà, je me sentais vraiment intruse en fait. J'étais, moi, j'ai pas de podcast. Mon idée, c'est ça et tout. Et tous, ils m'ont donné des super bons conseils, alors que j'ai pas forcément suivi, mais qui étaient des très, très bons conseils, je le comprends maintenant. Ils ont été hyper accueillants. Et moi, je viens du monde de la culture, du monde des musées. Et c'est un monde qui peut parfois être un peu, pas snob, mais qui peut être un peu froid pour les gens qui n'ont pas les codes, etc. Et je me suis sentie vraiment très, très bien accueillie. Et il se trouve qu'encore aujourd'hui, pas mal des gens que je connais dans le monde du podcast, ils datent de cette époque-là. Donc, il y a Théo, il y a Fanny, Vincent Zuresco aussi, voilà, qui a la main sur pas mal de podcasts. Aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à cette époque-là, donc avant même de sortir un premier épisode de podcast. Et ça m'a beaucoup nourri, ces rencontres-là. Ça m'a beaucoup motivée à justement à avancer. Parce que quand on est toute seule, le problème, c'est que on peut aussi procrastiner, avoir la flemme. C'est ça peut-être le plus grand ennemi que j'ai rencontré. C'est ma propre procrastination. Et c'est mon manque de temps aussi. C'est peut-être ça l'antagoniste ultime, tu vois. C'est le manque de temps pour mener à bien ce projet-là. Et comme on n'a rien sans rien, est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour Culture Bleue ? Pas vraiment. Sacrifice de week-end, peut-être. Ah, c'est ça, oui, c'est quand même sacrifice de temps. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est le temps. Comme c'est un projet que je fais à côté, qui est mon projet un peu doudou, j'avance quand j'ai le temps. Et il se trouve que comme je suis freelance, et voilà, j'ai rarement le temps. Donc forcément, ça va être le soir, ça va être les week-ends, ça va être des temps que j'aurais pu consacrer à autre chose, à voir des amis, à sortir, à rien faire aussi. Donc c'est des choix. Mais après, c'est un projet moi qui me nourrit énormément. Donc quand je travaille dessus, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. En fait, c'est vraiment une passion aussi. Voilà, donc ça c'est important. Dans les personnes qui m'ont aidée aussi, il y a ma cousine, big up à Laurette Architecte, qui a fait le logo. Si tu veux faire les big ups, tu peux faire en regardant cette caméra là. Laurette Architecte, elle est super et elle fait aussi du graphisme et donc c'est elle qui a fait mon logo. Voilà, j'ai la chance encore une fois d'être très bien entourée par des gens très talentueux qui ont des compétences extrêmement variées. Et il se trouve qu'un podcast, faire un podcast, il faut être couteau suisse, quoi. Il faut avoir des compétences partout. Et après, moi, je suis très lucide sur les choses sur lesquelles moi je peux m'améliorer et sur les choses que je ne maîtriserai jamais, vraiment, ce n'est pas mon domaine d'expertise et c'est ok. Il y a des gens qui le font très 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 bien et je ne pourrais pas me former dessus. Typiquement, composer une musique, faire un logo, voilà, c'est pas dans mes cordes, ça le sera jamais. Et je connais des gens qui le font très 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 bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de savoir. C'est un peu le risque en fait quand tu veux tout faire tout seul. C'est de pas admettre qu'il y a des domaines où juste on n'est pas bon, quoi. Et autant, par exemple, sur le montage, je savais que je pouvais monter en compétences. Sur le mixage, je me suis formée. Mais je savais, par exemple, que la question de l'habillage sonore, de la musique, mais je pourrais jamais le faire. Je suis pas musicienne. Voilà. Tu pourrais, mais ça prendrait trop de temps d'apprendre. Et voilà. Et je serais peut-être pas bonne. Et il se trouve que je connais un super compositeur qui m'a donné des super musiques. Donc voilà, ça aurait été très très dommage de s'en priver, quoi. Voilà. Et du coup, pour pouvoir arriver au dénouement qui est donc de livrer ce bébé, que le podcast prenne vie, c'est quoi ton procédé dans la construction de ton podcast ? Comment tu procèdes pour un épisode ? Est-ce que tu as des techniques d'écriture d'interview ? Est-ce que tu as un procédé particulier ? Déjà, j'ai une liste de bleus que j'ai envie de traiter. Ok. C'est une liste très longue, je précise. Parce que une première question qu'on me pose, on me dit « Oh là là, mais... est-ce que tu vas avoir assez de... » C'est d'ailleurs une des premières questions que tu m'avais posées, de me dire « Tu vas faire combien d'épisodes, du coup ?» Sous-entendu, il y en a peut-être pas tant que ça à faire, quoi. Mais détrompez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Combien de dizaines, à peu près ? Mais moi, je pense que c'est le projet de ma vie. C'est-à-dire que même si j'en sortais un par mois, je pense que je pourrais tenir des années. Ah oui. Ouais. Parce que vraiment, tu peux
Tu peux parler du bleu dans tous les domaines. Oui, tu Tous peux, les tu peux même domaines. inventer des bleus. Je veux dire, tu peux dire bleu, je sais pas moi, bleu sel de table. Oui, Souvent, ils sont bleus, les bien sels. sûr. Mais par Euh, exemple, on peut parler du bleu de la céramique qui va contenir ta salière. C'est un type de bleu. Notamment, je crois que c'est du cobalt. Il faudrait que j'ai un expert sur le coup. Voilà. Plus Euh, cobalt, il y a des choses à dire sur le il cobalt. y a voilà, le Ouais. cobalt, tu peux faire un épisode entier là-dessus, Ouais. sur les matières rares que tu utilises maintenant en électronique et le fait que ce soit aussi cher et comment on exploite aussi des gens pour l'extraire. Tu peux parler de tellement de sujets. Enfin, là, par exemple, dans les sujets que j'aimerais bien développer, j'aimerais bien en faire un sur le blues ou sur la blue note en jazz. J'aimerais bien en faire un sur le bleu dans la langue française. J'adorerais en faire un sur le bleu dans les glaciers. Il y a un bleu turquoise qui est incroyable. Pourquoi c'est bleu les glaciers, en fait? Dès que tu tires un fil, il y a tellement de choses qui en sortent, quoi. Et comme moi, c'est un peu ma grille de lecture du monde, j'en vois partout. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi c'est bleu? D'où ça vient? Pourquoi ce bleu-là? Et qui est-ce qui pourrait m'en parler? Donc voilà, disons que ça, c'est la première étape. J'ai une idée d'un bleu que j'ai envie de traiter. Ensuite, je me dis, OK, quelle serait la personne idéale pour me guider à la rencontre de ce bleu-là? Puis justement, je vais te demander comment tu sélectionnes tes invités. Ça dépend du sujet. Là, par exemple, donc l'an dernier, j'ai enregistré 2 épisodes qui sont pas encore sortis, mais ils vont bientôt sortir, notamment un sur le bleu de travail. Il se trouve que le bleu de travail, il y a un historien du vêtement qui a beaucoup travaillé dessus, qui s'appelle Jérémy Brucker, qui a fait un travail génial là-dessus. Et donc, je me suis dit, mais c'est la personne idéale pour en parler. J'ai vu une de ses conférences en ligne, il abordait le bleu de travail d'une manière très transdisciplinaire. Et c'est exactement comme ça que je voulais l'aborder. C'est-à-dire, OK, pourquoi le bleu de travail est bleu? Mais aussi, pourquoi est-ce que c'est devenu un symbole du monde ouvrier? Quelle est l'histoire de ce vêtement-là? Et en filigrane, l'histoire des vêtements de protection de travail. Et aussi, tu as un lien avec l'histoire. C'est un vêtement qui est très genré. Ça participe à la construction d'une certaine image de la virilité à une certaine époque. Enfin, tu as plein de trucs qui s'entrecroisent là-dedans. Et lui, il en parlait. Donc, je me suis dit, personne parfaite. OK, je contacte ce monsieur. Il se trouve qu'on avait une personne en commun et tout. Bref, j'arrive à le contacter. Il est tout à fait partant. Ensuite, autre bâton dans les roues. Est-ce que cette personne est disponible? Mais bon, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Mais ça, on arrive toujours... Comme j'ai pas de timing et comme j'ai pas de deadline, généralement, on arrive toujours à trouver un moment. Ensuite, il y a la question du cadre, du lieu. Ça arrive tout de suite aussi dans les réflexions. Parce que l'enjeu de Culture Bleue, ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est de donner à entendre une couleur. Comme tu l'as dit, c'est pas filmé, il y a que du son. Parce qu'en fait, moi, je parle de couleur. Donc, comment tu fais passer une couleur qui est donc associée au sens de la vue dans un médium qui est très associé au sens de l'ouïe? Certes, on va pouvoir décrire ce bleu. Et encore, des fois, c'est très compliqué de décrire une couleur. Ouais. Mais du coup, il faut réussir à le faire entendre. Donc, par exemple, j'ai un épisode sur la teinture à l'indigo, qui est une plante qui permet de teindre en bleu foncé. Mais en fait, je suis avec une experte de la teinture à l'indigo, Karine Spinner, et on va monter ensemble une cuve d'indigo. Et donc, on entend le bruit de l'eau, le bruit du tissu qu'on plonge dans l'eau. C'est un peu de la SMR des fois, mais on donne à entendre le bleu indigo. Là, pour le bleu de travail, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va faire? OK, à Paris, tu as une boutique qui s'appelle Veltis qui vend des équipements professionnels et qui vend des bleus de travail. Je contacte Veltis, je leur dis, voilà, j'ai un projet de podcast sur le bleu, on veut parler du bleu de travail, j'ai un historien du vêtement de travail, est-ce qu'on peut tourner dans votre boutique? Et là, c'est un peu un coup de poker, ils disent oui, ils disent non. En l'occurrence, ils ont trouvé ça génial, ils ont dit oui. OK, on se retrouve dans une boutique de bleu de travail. Et là, j'ai l'historien, j'ai mon micro, j'ai mes questions, et c'est parti. Et du coup, il y a des clients qui passent en même temps? Oui. Ah ouais. En fait, moi, j'aime bien ça. J'aime bien avoir l'ambiance derrière, le son derrière. Comme dans une piscine, du coup. Exactement. Et c'est un de mes épisodes préférés, le bleu piscine, parce que je trouve que ça marche hyper bien. Donc là, on était dans une piscine. Donc, il se trouve que j'étais avec une personne qui s'appelle Nageuse Parisienne, qui a un compte Instagram génial où elle parle des piscines parisiennes, mais pas que, qui est très, très au fait de l'histoire des piscines et tout ça. Elle avait des contacts privilégiés avec certaines piscines. Donc, tout de suite, en fait, elle a contacté la directrice de la piscine Georges Hermann dans le 19e arrondissement à Paris. Et on est allé enregistrer là-bas. Parce qu'on peut pas, bien sûr, amener un micro comme ça dans une piscine ou dans une boutique. Enfin, il faut quand même demander l'autorisation. Pour l'instant, tout s'est goupillé de manière très fluide.
En amont de cet enregistrement, bien sûr, moi je prépare le sujet, je prépare mes questions, on en discute aussi avec l'expert pour... Moi je dis un peu quel sujet je veux aborder, la personne me dit sur quel sujet elle est plus à l'aise ou autre, et en fait ça va aussi déterminer ce que moi je vais dire en voix off. Parce qu'il y a des parties sur lesquelles l'internante n'est pas forcément à l'aise, et moi j'ai envie qu'on en parle dans l'épisode, donc je vais creuser de mon côté et je vais les insérer en voix off, par exemple. Donc tout ça va s'articuler un peu naturellement. Ouais. Je prépare mes questions. Je prépare toujours beaucoup plus de questions que nécessaire. Il vaut trop que pas assez. C'est ça. Généralement, j'ai entre 1h30, 2 heures de rush pour des épisodes qui font entre 20 et 40 minutes. Oh. Voilà. Donc il y a Oui, beaucoup de dérochage, de montage, beaucoup de choix aussi. Ça, c'est très dur. Mais j'ai toujours beaucoup de matière. Parce que même par curiosité personnelle, même si ça finit pas dans l'épisode, j'adore en fait pousser le sujet, aller dans plein de directions, digresser. J'aime bien aussi l'esprit d'escalier. Je crois que ça s'entend depuis le début de l'épisode. Et du coup, j'aime bien, si l'invité part dans une direction, le suivre. Et puis tant pis, on raccordera les fils plus tard. Un autre sujet. Exactement. Amène, Et des fois, la construction de l'épisode va se faire comme ça, d'une manière que j'avais pas anticipée. Parce que spontanément, la personne va faire des liens. Et moi, ça va guider un peu le fil rouge du futur épisode. Donc ça peut être aussi ça. Et une fois que le montage est fait, enfin une fois que la prise de son est faite, il y a tout le dérochage. Là, moi, je commence en fait à écrire la structure de l'épisode à ce moment-là. Et une fois que j'ai la structure, avec un premier montage, là, j'écris la voix off. Donc soit les passages qui manquent parce que je veux parler d'un truc historique en particulier, faire un focus sur tel élément, etc. Soit des réflexions plus personnelles, plus subjectives sur le bleu en question. Soit tout simplement... ce qui va faire le lien entre les différents thèmes abordés pour pas que ce soit haché, mais que ce soit vraiment une narration qui prenne l'auditeur, qui prenne l'auditrice par la main, du début jusqu'à la fin, comme un récit en fait, et que ce soit hyper fluide comme voyage. Et donc ça s'écrit après l'enregistrement forcément. Ensuite, j'enregistre la voix off, et ensuite je refais un montage. Là, je rajoute la musique, le mixage, et voilà. Et voilà. C'est tout, c'est simple. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Franchement, respect, parce que 2 heures de rush pour 40 minutes, Ouais. moi je pourrais pas, parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de... Moi aussi, c'est terrible. Je me dis, mais ça aussi, j'ai envie de le montrer, ça aussi, et du coup, non, j'aurais fait ça pour rien. Clairement, Et c'est le plus faire long. des choix, c'est difficile. C'est la partie la plus longue. Et c'est là où je me dis que je dois m'améliorer aussi. Je pense qu'il faudrait que je sois plus efficace sur mes enregistrements pour qu'il y ait moins de temps en dérochage et en montage. Le dérochage, le montage, c'est en même temps une étape essentielle de l'écriture, parce que c'est vraiment le moment où je vais voir comment je parle de mon sujet. Donc forcément, c'est essentiel. C'est le moment où ça mûrit, c'est le moment où je vois comment s'articulent les idées, c'est le moment même où moi j'avance sur ma réflexion sur le sujet. Mais effectivement, je suis comme toi, moi j'ai énormément de mal à me séparer des morceaux, donc je fais ça par étapes. Je bosse sur Reaper, donc je crée une bande exprès qui s'appelle Chutier, donc je les mets là. Comme ça, je me dis au cas où je peux y revenir, mais en fait, j'y reviens jamais. Et de version en version, je dégage le chutier un moment, et voilà. Mais c'est vrai que c'est très très dur de se séparer de. Faut toujours se rappeler pourquoi on s'en sépare. Et en fait, on s'en sépare parce que le propos va être plus lisible, va être plus direct, plus droit au but. Et qu'en fait, moi, ça m'intéresse cette digression-là, mais peut-être que l'auditeur, l'auditrice, ça va la perdre, et que c'est plus efficace si on la coupe. Donc, en gros, c'est ça, moi, qui me facilite le travail de montage, c'est de me dire, c'est pas si essentiel que ça. Ouais. Et quand je suis trop frustrée, je fais des petits épisodes bonus. Voilà. Il y a toujours moyen de... C'est ça. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Mais du coup, en fait, tu pars toujours du sujet à la base. C'est jamais arrivé que pour un épisode, il y avait une personne que tu avais tellement envie d'interviewer et que tu t'es débrouillé pour trouver un sujet. Non, tu pars toujours du sujet. Si, je suis en train de réfléchir à le faire dans l'autre sens. Ouais. Là, par exemple, pendant mes derniers congés, c'était improbable, j'étais sur l'île d'Ouessant, qui est une île qui est à 2 heures de bateau de Brest. Et j'ai rencontré une spécialiste des mésanges bleus. Ok. Improbable. Et donc là, j'y avais même pas pensé. Ouais. J'avais vaguement pensé à faire un sujet sur le bleu dans la faune, ou voilà, les oiseaux bleus, parce qu'il y a tout un dos aussi là-dessus. Oui. Mais là, je rencontre une spécialiste des mésanges bleus. C'était improbable. Je dis, très bien, gardons contact et faisons un épisode bientôt. Et après, il y a aussi des gens que j'admire et où je me dis comment je pourrais les approcher sous l'angle du bleu. Typiquement, je suis très très fan de la glaciologue Heidi Sevestre,
qui fait un énorme travail de pédagogie autour du réchauffement climatique. Et elle, j'adorerais l'interviewer sur pourquoi les glaciers sont bleus. Qu'est-ce qui les rend si bleus? Et je pense qu'elle serait géniale. Après, elle est très, très occupée. Mais voilà, je tenterai. Est-ce que tu as un petit rituel à chaque fois avant de tourner un épisode? Est-ce que tu stresses d'ailleurs? Oui. Toujours? Toujours. Ouais. Toujours. Comme avant une conférence, c'est toujours. Mais je trouve ça bien. Et je me souviens quand j'étais encore en études et je flippais avant chaque conférence. Et il y avait une des personnes qui nous formait, une conférencière qui était très proche de la retraite, donc qui avait quand même énormément de bagages. Et je lui demandais, mais est-ce que toi, tu stresses toujours alors que c'est ta, je sais pas combien millième conférence? Elle me dit oui, et ça prouve que tu veux bien faire, et le jour où tu stresses plus, change de métier. Ça veut dire que c'est plus si important que ça pour toi. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a marqué comme conseil. Et effectivement, je pense qu'une partie de la peur est liée à l'envie de bien faire. Et donc, je vais rechecker que ça rec bien, que j'ai bien des piles de rechange, que j'ai bien mes questions, qu'on a bien anticipé ça avec l'intervenante, etc., qu'il est bien, qu'il a de l'eau, que ci, que ça. En fait, ma peur va se manifester en anticipant tout ce qui pourrait merder et faire en sorte que ça merde pas. Voilà. C'est ça le rituel, on va dire. Et est-ce que tu as des liens avec certains de tes auditeurs? Oui. Une partie des auditeurs, auditrices, c'est mes proches, qui sont très mignons, qui sont très enthousiastes et qui a un épisode qui sort. Ça, c'est de la triche, ça. Qui sont des très bons ambassadeurs aussi. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait de la triche, parce qu'en fait, ils communiquent très très bien sur le podcast autour d'eux. Donc il y a des gens que je ne connais pas, mais qui sont des amis d'amis, qui sont des proches de proches, qui écoutent le podcast grâce à ces ambassadeurs et à ces ambassadrices. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc oui, je les connais bien. Après, je trouve ça très marrant parce que des fois, je suis dans des festivals de podcast ou autres, et il y a des gens que vraiment je ne connais pas, et je parle de mon sujet de podcast, et ils ont écouté un épisode où ils en ont entendu parler. Ça, c'est cool, ça. Super. Parce que j'ai pas beaucoup d'auditeurs et d'auditrices non plus, donc quand ça arrive, je me dis, dis donc, c'est incroyable. Et comment t'as connu? Et généralement, c'est par des proches et tout, donc ça fait une espèce d'arborescence comme ça que je trouve vraiment très très chouette. Ouais, tu te rends compte que finalement, j'arrive à toucher des gens c'est ça. plus qu'on pourrait penser. Ouais, carrément. C'est un peu la beauté aussi du podcast. C'est que tu sais pas vraiment qui va te recevoir. Ouais. Qui va t'écouter, dans quel contexte. Ça comme ça, c'est ça. Et c'est très différent pour le coup de mon travail de conférencière où je suis face à des gens, je vois à qui je parle, on peut interagir directement. C'est assez frustrant aussi du coup de ne pas avoir de retour des fois des auditeurs, des auditrices, tu sais pas ce qu'ils ont pensé, tu sais pas qui ils sont, ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Mais quand tu as des retours, du coup, c'est très 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 précieux. Surtout quand c'est des gens que tu connais pas du coup. T'as pas spécialement de public cible en plus. Non. Parce que le bleu, c'est assez neutre. C'est pas comme si tu avais un thème très identifié où après les algorithmes ils vont faire leur travail. Mais là... En fait, c'est un problème que j'avais pas anticipé. Ça, on aurait pu le mettre aussi dans les bâtons dans les roues pour ma quête de la transmission du bleu. En fait, je m'étais dit, le bleu, c'est la couleur préférée de tout le monde. Donc, il y a un auditoire, a priori, extrêmement large. Ouais. Sauf qu'en fait, à chaque épisode, je traite un bleu particulier. Donc, il y a des gens, ils vont venir juste pour un épisode. Par exemple, le bleu piscine. J'ai une super audience parce que, Nageuse parisienne, elle a une super audience. Tous les fans de piscine sont venus écouter cet épisode-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont fans de thé ou d'indigo ou de bleu de travail et qu'ils vont écouter les autres. Et donc c'est très bizarre parce qu'il y a des gros écarts d'écoute entre les épisodes qui sont, je pense, liés aussi au sujet et au fait que chaque sujet intéresse ou pas les gens. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Je m'étais dit, il va y avoir des fans de bleu qui vont écouter tous les épisodes. En fait, non. Il y a des gens qui vont venir spécifiquement pour un épisode et qui vont pas nécessairement écouter les autres. Il y a aussi ça. Pour réussir à ce que tu sois entendu, un peu peu importe l'épisode, est-ce que tu as une stratégie de com? Elle est nulle. elle est inexistante et très nulle. Alors voilà. Dans les conseils qu'on m'a donnés et que je n'ai pas écoutés, il y avait plusieurs épisodes d'avance. Comme ça, si jamais tu... C'est un conseil que Fanny Cohen-Moreau nous a donné. Oui. Épisode 11, allez l'écouter. et merci Fanny. Et moi aussi, j'ai reçu ce conseil-là et je ne l'ai pas suivi. Épisode 8, pardon. Je ne l'ai pas du tout suivi. Et j'aurais dû. Parce qu'en fait, comme je te le disais, je sors des épisodes un peu quand j'ai le temps. Et du coup, ma fréquence de sortie est très erratique, ce qui n'aide pas à fédérer
une communauté d'auditeurs, d'auditrices qui aiment bien justement dans le podcast aussi la régularité. Moi, je suis très nulle pour ça. Et donc, je sais que ça, par exemple, en termes de communication, c'est nul. C'est bien d'avoir un rendez-vous régulier, pas de dire une fois par mois, de dire, je sais pas moi, à tel moment du mois, à tel jour. Voilà, t'as donné un rendez-vous. Ça, si j'avais écouté ce conseil-là, et je le redonne à mon tour, hein, avant de lancer votre podcast, ayez plusieurs épisodes d'avance. Comme ça, vous pouvez instituer un rendez-vous régulier. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'au début on se lance, on a envie de C'est tout de ça. suite. Moi, j'avais envie que ça sorte tout de suite. En fait. Ouais, Je considère que presque le projet est pas terminé tant qu'il est pas sorti, et j'ai du mal à me lancer sur un autre projet tant qu'il est pas sorti. Donc, j'avais ce besoin de le sortir pour attaquer le suivant. Mais voilà, c'était vraiment un très très bon conseil. Et l'autre conseil, effectivement, c'est de pas lésiner sur la com. Moi, j'avais pas vraiment anticipé ça. J'avais créé un compte Instagram dédié. Qui à l'époque s'appelait Culture Bleue. Maintenant, je l'ai fusionné avec mon compte à moi. Donc, le compte, c'est Delphine Pérez-en-Odile, où je communique à la fois sur le podcast et sur mes autres activités, notamment en lien avec le matrimoine. Donc, ça donne un curieux mélange de, de posts sur le bleu, de posts sur les femmes artistes. Mais pour moi, tout est très cohérent. Mais bon, bref. Donc, ça aussi, ça n'aide pas. Parce que quelqu'un qui déboule sur l'Instagram, il n'a pas forcément cette vision de la cohérence de dire, bon, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle d'un podcast ? Est-ce qu'on parle de femmes artistes ? Bon, voilà, c'est une autre question sur la communication que je n'ai pas encore tranchée. Et ensuite, comme je te le disais, moi, je ne filme pas. C'est intégralement de l'audio. Et donc, c'est vrai que c'est difficile par rapport aux algos d'avoir des contenus à mettre sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire effectivement des extraits sonores avec la waveform ou ce genre de choses. Des images aussi en lien. J'avais fait des carousels aussi à une époque de décryptage de bleu en lien avec le bleu de l'épisode qui sortait. Par exemple, sur, je sais pas moi, sur un des futurs épisodes que je vais sortir, là, sur le bleu ciel, je vais faire un post dédié à un objet curieux qui s'appelle le cyanographe, qui était un espèce de cercle avec tout un nuancier de bleu autour qui permettait de mesurer le bleu du ciel. Voilà. On n'aura pas forcément le temps d'en parler dans l'épisode où il sera juste évoqué. Je ferai un post dédié à part qui permet d'être en lien avec l'épisode. Voilà moi comment j'avais envisagé la com, c'est-à-dire pas d'une manière très efficace, soyons lucides. Pour moi, c'était plus encore un autre canal de transmission de connaissances. ouais, tu crées encore des choses en Voilà, plus. c'était un prétexte limite pour créer encore d'autres contenus. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais d'un point de vue temps, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que le temps, c'est pas ce que j'ai en abondance. Et la communication telle que je l'envisageais prenait énormément de temps. Donc ça c'est quelque chose aussi sur lequel je dois m'améliorer, mieux communiquer sur le podcast. Mais moi, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de me filmer et de montrer ma tête sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à ça. Tu cherches pas spécialement la renommée ? Non. En fait, je suis contente si les gens écoutent, mais je m'en fous que le podcast fasse pas des milliers d'écoutes et je sais que j'en vivrai pas. Pour moi, c'est vraiment un projet à côté de mon activité professionnelle, qui était donc, comme je te le disais, un projet personnel de transmission, un projet pour me former, mais aussi un projet carte de visite. Ce qui a réussi, puisqu'aujourd'hui, dans mes missions rémunérées, je fais du podcast pour d'autres personnes. Donc ça, la mission a réussi de ce côté-là. Disons que si ça fonctionne ou si ça fonctionnait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'était pas la raison principale pour laquelle je le faisais. Moi, je voulais vraiment faire un objet dont je sois hyper fière, qui me ressemble, où je puisse montrer de quoi je suis capable pour des futurs clients et qui puisse me permettre de partager ma passion sur le bleu. S'il y avait une personne où tu adorerais qu'elle entende un de tes épisodes et tu te dis, cette personne, elle a écouté mon podcast, c'est fou, ce serait qui ? Ce serait Michel Pastoureau. Donc Michel Pastoureau, grand historien des couleurs, qui travaille sur l'histoire symbolique des couleurs. Il travaille aussi sur les animaux, sur l'art des blasons, il travaille sur pas mal de choses. Et en fait, ces livres, forcément, ça a été une source d'inspiration pour moi, notamment le livre sur le bleu. Il a une manière de parler de la couleur d'un point de vue symbolique, l'évolution en fait de notre rapport à cette couleur-là au fil du temps. Il a fait un livre sur le bleu, un livre sur le jaune, un livre sur le noir, bref, il a fait un peu toutes les couleurs. Et c'est un très grand pédagogue en fait, c'est un très grand vulgarisateur. Et lui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Normalement, je le rencontre dans 2 semaines. Oh, est-ce que ça pourrait pas être un peu ton sensei, tu sais, ton maître, grand maître qui te... Peut-être. En tout cas, c'est clairement une personne. J'adorerais en fait qu'il écoute Culture Bleue, voire qu'il accepte d'être invité dans Culture Bleue. Ça, ce serait un peu
le boss ultime, quoi. Ouais. Ce serait vraiment génial. Du coup, ce serait ton invité de rêve? Ce serait mon invité de Ok. rêve, Michel Pastoureau, Heidi Sevestre aussi, comme je te le disais. Loïc Prigent aussi, j'aimerais bien. Loïc Prigent, j'adorerais le faire parler du bleu dans la mode et d'avoir son regard là-dessus, sur l'évolution, les différents bleus, les textures ou autres. Enfin, d'avoir son regard à lui, je trouverais ça génial et juste en fait d'échanger avec lui. Et ce serait peut-être plutôt lui mon sensei. Ce serait quelqu'un qui me guide comme ça. Enfin, il a une manière aussi d'arriver dans les coulisses et de montrer les coulisses et les petites mains que j'admire énormément. Et donc, j'aimerais bien qu'il me file quelques tips, tu vois, qu'il me file quelques trucs d'intervieweur et tout, qu'il aille comme ça me montrer comment on fait pour aller dans les coulisses. Ça, j'aimerais bien. Je te le souhaite. Bah, j'espère. Et si on peut avoir quelqu'un de mort pour l'invité de rêve? Bien sûr. Parce qu'en fait, donc, dans les gens que j'admire énormément dans le monde de la couleur, on va dire, il y a donc Michel Pastoureau, qui est toujours vivant, et il y a François Delamarre, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, qui était plutôt dans le monde de la physique-chimie, et qui, une fois arrivé à la retraite, pour son kiff personnel, a écrit 3-4 bouquins sur la couleur bleue. Mais vraiment d'un point de vue, pour le coup, matériel. Autant Michel Pastoureau, il s'intéresse à l'histoire symbolique, autant François Delamarre, c'est l'histoire matérielle des pigments. Et donc, il a fait tout un bouquin sur le bleu outre-mer, il a fait tout un bouquin sur les bleus en poudre, enfin voilà. Et ça, mais quand je suis tombée là-dedans, j'ai trouvé ça mais génial. Parce que plus ça va, plus la dimension matérielle de la couleur m'intéresse, parce que tout est lié. Par exemple, le fait qu'une couleur soit chère, c'est lié à sa matérialité, au fait que ce soit par exemple un pigment très cher, ou le fait qu'on l'utilise à tel endroit ou à tel endroit, ça vient du fait que il y avait des routes commerciales et tout. En fait, la dimension très strictement matérielle donne plein d'indications sur les usages de la couleur. Et donc François Delamarre, j'aurais adoré l'avoir, mais malheureusement, il est décédé vraiment il y a pas très longtemps, quoi. Bon, bah, peut-être dans une autre vie. En tout cas, ces livres sont géniaux. Et si tu devais faire un vœu pour ton podcast, qu'est-ce que tu lui souhaites? J'aimerais bien avoir du temps pour sortir plein d'épisodes et pour que ça devienne un vrai beau projet. Parce que 8 épisodes, je trouve que c'est pas encore assez. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment beaucoup plus de... que ce soit vraiment une encyclopédie audio du bleu, tu vois, et qu'il y ait plein d'épisodes différents qui permettent de comprendre le côté extrêmement transdisciplinaire, ces ramifications qui vont dans tous les sens. C'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est un peu le projet d'une vie, c'est-à-dire que il peut partir dans tellement de directions, ce projet-là. Là, pour l'instant, par exemple, c'est un podcast, mais j'ai un projet de roman aussi sur le bleu outre-mer. J'aimerais bien un jour écrire un bouquin spécifiquement là-dessus. Pourquoi pas faire un documentaire? En fait, c'est un peu la matrice qui va permettre de tirer plein de fils. Donc pour moi, c'est un projet qui, idéalement, est amené à continuer à grandir et à faire plein de petits, quoi. Voilà. Je viens de penser à un truc. Il faut que tu fasses un épisode sur le bleu ardoise. Le bleu ardoise, ouais. Pourquoi? Parce que les mines d'ardoise, ça vient de Trélazé, qui est à côté d'Angers, et c'est de là où je viens. Donc ce serait fabuleux. Écoute, je le note, parce que j'y avais pas encore pensé. Ouais. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est ça que j'aime bien avec ce projet-là. Dès que j'en parle à quelqu'un, on me donne une idée de bleu. Et il y a plein d'idées auxquelles j'avais pas pensé. Même pas bleu en plus, mais... Si, c'est un bleu-gris très foncé. Ouais. Et effectivement, on parle du gris ardoise ou du bleu ardoise, mais effectivement, on pourrait en parler. Mais c'était l'épisode sur le fromage bleu avec Pierre Vimon, qui est fromager, qui m'a parlé du bleu de Lectoure, dans le sud, qui est une ville où ils ont recréé l'industrie du pastel, qui est un bleu pareil très spécifique. J'y avais pas pensé au bleu de Lectoure. Typiquement, plus j'en parle à des gens, c'est ce que je te disais sur le côté ramification, plus les gens ont des idées autour du bleu, plus ça nourrit le projet. Et pourquoi pas, à terme, en faire un projet collaboratif aussi. Avoir une encyclopédie de tous les bleus. Avoir quelque chose comme ça. C'est vrai que pour le coup, les mines d'ardoise, il y a beaucoup de choses à raconter dessus. Et puis il y a des musées et tout ça. Enfin bref, je vais creuser la question. Non, mais du coup, est-ce que je peux te poser la question que je pose à tous mes invités? Oui. C'est quoi ton bleu préféré? C'est ce que j'allais te demander. Je t'ai grillé la brio. Mon bleu préféré... Est-ce que j'en ai un? Le bleu ciel. Le bleu ciel? Mais quand il fait très beau, quoi. Ouais. Comme aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, j'aime quand il fait beau, ça me donne la pêche. Du coup, le futur épisode là qui va sortir, ce sera sur le bleu ciel. Ouais. C'est pour ça. Ça va être pas très original, mais... Non, mais en fait, je trouve que les réponses sont toujours intéressantes parce qu'il y a... Tu vois, tu viens tout de suite d'expliquer pourquoi. Et je trouve que ça donne tout de suite des informations sur la personne. Donc toi, t'aimes quand il fait beau et
Ouais, et que le ciel est dégagé Ouais. et qu'on peut lézarder dehors, quoi. Mais toi, c'est pas forcément ton bleu préféré, mais si tu étais un bleu, tu serais quel bleu? Alors ça change selon les selon les époques de ma vie, mais là récemment quand même, enfin ça fait plusieurs années que je fais une grosse fixette sur le bleu outre-mer. Donc Ça ressemble à quoi? c'est un bleu très profond, bah, c'est un peu le bleu de mon stylo, voilà. C'est le bleu que historiquement on tirait du lapis-lazuli, donc qui est une pierre semi-précieuse. C'était un bleu très cher, qui valait aussi cher que l'or et en fait, plus que le bleu outre-mer, c'est le pigment bleu et la manière dont la lumière est absorbée par le pigment bleu outre-mer, un peu comme sur une œuvre d'Yves Klein, que je trouve vraiment magnifique. Il y a un côté très magnétique là-dedans qui, moi, me fascine complètement. Et c'est d'ailleurs sur ce bleu-là que j'ai envie d'écrire un bouquin. Voilà. Des beaux projets Ouais. en perspective. Il manque juste le temps. Voilà. Ouais. Et notre aventure elle va bientôt toucher à sa fin, mais il nous reste encore quelques minutes ensemble. En quelques mots, c'est quoi pour toi un podcast parfaitement réussi? Euh, Comme le podcast, c'est un médium de l'audio, pour moi, c'est vraiment un podcast qui va réussir à te créer des images mentales juste avec le son. Donc ça implique qu'il y a un travail sur le son, sur les ambiances, etc. J'aime beaucoup les podcasts de talk, mais j'ai une affection particulière pour les podcasts où tu vas avoir un travail sur le son, sur l'ambiance sonore, sur les images mentales que ça peut te créer. Et bon, tu l'auras deviné, moi j'ai un petit tropisme quand même sur la transmission des savoirs. Si en plus on peut apprendre quelque chose, c'est génial, quoi. J'adore apprendre des trucs, mais en ayant en plus une espèce de voyage sonore. Voilà. Tu dirais que ce podcast t'a rendu meilleur? Est-ce que ça t'a changé? Humainement, bah oui, parce que j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens géniaux. Euh, Après aussi, travailler dans l'audio, ça apprend à écouter. Et donc, je pense que là-dessus, peut-être que j'écoute mieux qu'avant. Ou peut-être que, voilà, je te dis de podcast en podcast, je progresse. C'est un work in progress. Et donc oui, je pense que ça m'a rendu meilleure, ouais. Et comme tu as l'air de bien connaître ce monde du podcast, est-ce que tu en aurais 2-3 à nous recommander? J'en ai plein. Bah, je vais être très corporate, mais les podcasts de mon ami Théo Boulanger sont toujours géniaux. Je vais en conseiller 2 qui m'ont particulièrement plu. Il y en a un qui s'appelle Chronique du Grand Domaine, qui est une adaptation d'une bande dessinée de Lily Saune qui se passe dans un immeuble à Marseille et qui est vraiment génial. Il y a vraiment ce côté immersion dans un immeuble avec tous ses habitants, c'est joyeux, c'est foutraque, c'est super. Et un autre podcast qu'il a fait avec Anne-Cécile Genre qui s'appelle Shame on You et qui parle de l'affaire DSK, mais 10 ans, 15 ans après. Et ce qu'on aurait fait éventuellement différemment aujourd'hui. Et pareil, le travail sur le son est phénoménal. Donc ces 2-là, moi, je les conseille très fort. Ensuite, dans les podcasts que j'écoute en ce moment, je conseille le Podcast Club, qui est un podcast qui vient de se lancer de Vincent Zuresco, Mathilde Mélin, et je suis désolée, je me souviens plus du nom de la troisième personne, qui est en fait un podcast de recommandation de podcast. Et j'adore parce que là, je tournais un peu en rond sur les mêmes ces derniers temps, et leurs recommandations sont toujours très chouettes. Mathilde Mélin, elle est journaliste spécialiste du podcast, donc elle fait beaucoup de recommandations de podcast, et je suis souvent très d'accord avec ses recos. Donc voilà, je regrette jamais d'avoir écouté un podcast qu'elle a recommandé. Donc voilà, le Podcast Club, je conseille très fort. Et sinon, dans les podcasts un peu doudou que je réécoute, même s'ils sont terminés, moi j'étais une grande auditrice du Floodcast, qui est terminé maintenant. Et en ce moment, il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Adapte-moi si tu peux. Et c'est une bande de copines qui, en fait, s'intéressent à un bouquin et à son adaptation en série ou en film. C'est des épisodes assez longs qui durent 2 heures et où on a voilà, une première partie sur le bouquin, une deuxième partie sur l'adaptation. Et ça critique dans tous les sens. C'est parfois d'une mauvaise foi absolue. J'adore. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ouais. Et moi, ça me permet des fois de voir différemment des trucs que j'ai vus, que j'ai lus ou que j'ai pas du tout l'intention de voir ou de lire. Et c'est comme si on était avec des copines à débriefer. Donc, je trouve que leur podcast est super. Bah merci, tu nous as donné beaucoup de matière, il y a de quoi faire. Et du coup, pour tous ceux qui sont intrigués et très intéressés par le sujet du bleu maintenant, grâce à toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur Instagram, donc c'est mon nom, Delphine Pérez-Enroudil. Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute pour écouter Culture Bleue, les 8 premiers épisodes. Et il y en a bientôt 2 qui vont sortir, j'espère avant l'été.
Et puis sinon, après, pour mes activités plus professionnelles en lien avec le podcast, je communique aussi sur LinkedIn pas mal, et c'est toujours mon nom. Voilà. Ok, super. Franchement, c'était un super moment avec toi. Merci. Merci à toi. Et merci de nous avoir écoutés. Pour ma part, c'était mon dernier épisode ici avec PodQuest. Donc, je voudrais remercier toute l'équipe avec qui on a travaillé sur ce projet. C'était vraiment une super expérience. Et merci à nos fidèles auditeurs qui nous ont suivi nos aventures. Et merci aux créateurs et créatrices qui ont joué le jeu, dont Delphine, là aujourd'hui. Encore merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était avec plaisir. Et maintenant, régalez-vous avec tous les épisodes qu'on a sortis, si c'est pas déjà fait. Et puis, notre quête nous amène au printemps du podcast, du 11 au 13 juin. Donc, on se retrouve là-bas. Allez, au revoir tout le monde. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.